On vous pose la question 187 Cube Radio. Qu'est-ce qui vous choquerait le plus? Est-ce que c'est une infidélité amoureuse ou c'est une infidélité financière? Moi, je ne connaissais pas ce terme-là, Karima, infidélité financière. De quoi s'agit-il? Ben oui, c'est-à-dire que, imaginez, vous commencez à sortir avec quelqu'un, peut-être même que vous emménagez avec cette personne-là, vous décidez de partir en appartement, qui sait peut-être même d'acheter un condo, et là, vous apprenez quelques temps plus tard que la personne, je sais pas, moi, elle a vraiment des problèmes financiers, elle est endettée de 500 000 ou 100 000, ou peu importe, là, ça dépend. Comment vous réagissez à ça? T'sais, la personne ne te l'a pas dit qu'elle avait des gros ennuis. Oui, ils appellent ça en tout cas une infidélité financière. Il y a un sondage qui a été commandé, puis on a posé la question à des hommes, à des femmes. Puis on leur a dit, prenons là une infidélité amoureuse, vous savez ce que c'est, mesurez la peine que ça provoquerait chez vous, la douleur que ça provoquerait chez vous, et comparez-la, cette douleur-là, à la douleur que ça provoquerait d'apprendre que votre partenaire, homme ou femme, a une dette de 500 000 $ ou plus. Et j'ai été quand même un peu étonné de voir, par exemple, que pour 40 % des femmes, une infidélité financière, c'est plus douloureux qu'une infidélité amoureuse. 40 % quand même. Les hommes, c'est 29. Mm-hmm. Non, mais en même temps, oui, tu as raison, ça peut peut-être étonner, mais je me suis dit, ça reste que, en fait, c'est la trahison. C'est la trahison et c'est, pour moi, je pense que ça serait aussi de compromettre ton avenir. C'est parce que si tu décides de bâtir ta vie, tu veux te marier avec quelqu'un ou peu importe, là, ou juste être en couple puis tu as des projets d'avenir, ça compromet tout. Si toi, je sais pas, tu as travaillé fort pendant 10 ans, t'avais des rêves et tout ça, puis la personne ne t'a pas dit ça, tu dis, OK, si elle m'a pas dit quelque chose d'aussi fondamental qui compromet notre avenir, c'est quoi les autres? Je pense qu'il y a un bris de confiance, point. Oui, il y a un bris de confiance, effectivement. Puis tu te dis, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir bâtir avec cette personne-là? Ben oui. Et si elle me ment là-dessus, est-ce qu'elle me ment pas aussi sur le reste? Hein? Peut-être que quand tu penses à une infidélité amoureuse, tu penses pas forcément au fait qu'il a pu aussi te cacher le fait qu'il a une dette. Mais s'il t'a caché qu'il y a une dette, puis je dis il, hein? Mais tu sais, s'il t'a caché qu'il y a une dette, ben, tu te dis peut-être qu'il me cache aussi qu'il y a une amante. Hein? Je sais pas si tu peux passer peut-être de l'un à l'autre. On va en parler avec Julien Brault, qui est fondateur de Moose Money, est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai été surpris, je ne sais pas pour vous, là, mais 40 % des femmes disent donc que ça serait plus douloureux une infidélité financière de l'ordre de 500 000 $ ou plus. C'est comme 11 % de plus que chez les hommes. Effectivement. Ça vous a surpris, vous? Moi, ça m'a surpris, même pour les hommes. Okay. On parle de 30 %. Je pensais pas que ça allait être aussi élevé. En général. Ensuite, on a vu aussi dans le sondage que, par exemple, on a posé la question, si vous gagnez à la loto un gros lot de plusieurs millions, est-ce que vous quitteriez votre conjoint, votre conjointe? Et c'est un peu plus élevé pour les femmes. Donc, qui quitterait si elle gagnait le gros lot? Un petit peu plus élevé. Je pense que c'était 8 % pour les hommes, qui est quand même, c'est quand même du monde, c'est presque 10 %, puis c'était 12 pour les femmes. Et ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a encore dans notre société des femmes qui dépendent financièrement de leur mari. Donc, c'est sûr que ces femmes-là, quand ils ont répondu au sondage, ben, probablement que c'est quelque chose qui les impacte plus, finalement. Non, c'est quand même très intéressant. Mais aussi, je sais pas, c'est une hypothèse. Est-ce qu'on se dit, si on est engagé avec quelqu'un, imagine, je sais pas, tu as un enfant avec cette personne-là, puis c'est que tu compromets aussi l'avenir de la famille au complet. Tu sais, si tu risques peut-être de perdre ta maison, si tu te maries, tu es responsable aussi des dettes. En tout cas, tu peux être responsable des dettes, finalement, de ton conjoint aussi, quelque part. Surtout au niveau du patrimoine familial. Ben, c'est quelqu'un qui sera en appartement puis qui est marié, les dettes ne vont pas se transférer nécessairement à la femme. Aussitôt qu'on a une maison, un condo, un chalet, des actifs, ben là, le huissier pourrait venir. Puis même en appartement, c'est rare qu'un huissier va prendre des meubles, mais si on a je sais pas, là, des Rolex ou des choses qui ont vraiment de la valeur, ben là, il faudrait que les membres du couple prouvent, la femme dise, ben là, c'est ma Rolex et j'ai les factures pour le prouver. Sinon, donc c'est quand même avoir, tu sais, une situation où un des membres d'un couple fait faillite, ça crée un problème pour les deux, même si c'est pas comme si les conjoints sont responsables solidairement de toutes les dettes non plus. Moi, je dois venir d'une autre planète, là, parce que si, mettons, je découvrais que mon partenaire a une dette,
mais je le découvrais parce que j'enquêtais. C'est pas lui qui me l'admet, là. Puis c'est pas dans ma face, là. C'est que j'enquête, puis je finis par... Je me dirais, il y aurait quand même une partie de moi-même qui se dirait, ben si il me l'a caché, c'est parce que c'est sous contrôle d'une certaine façon. Tu sais, ça veut dire que la personne, elle voulait pas me le dire, puis qu'elle est capable de maîtriser la situation. Ben, effectivement, puis le sondage, on a posé la question, en fait, à partir de quel montant vous considéreriez rompre votre relation. Et ce qui était étonnant, en fait, c'est plus le montant est élevé, plus donc le 78%, ça inclut tous les montants, donc le 500 000 et plus. Ça serait comme le patrimoine, en fait, 500 000 et plus. C'est quand on touche au patrimoine. Là. Mais quand même, je me souviens que pour une dette de moins de 1 000 $, il y avait quand même 10% de gens qui considéraient mettre fin à leur relation. Et plus le montant est élevé, tu sais, à 10 000, c'est un autre 10 %. Et ça, tu cherches des raisons pour laisser ton conjoint, là, rendu là. C'est comme, là-dessus. Ça semble que c'est moins que mon solde de carte de crédit. Fait que là... Mais ça, c'est le monde qui songe à se séparer à la moindre chicane aussi. On les connaît, on les salue. Je veux qu'on parle de compte bancaire, parce qu'il y a des comptes bancaires, moi je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Cacher un compte bancaire, honnêtement, je veux dire... enfin, 21% des femmes cachent un compte bancaire à leur conjoint, puis les hommes, c'est 14%. Hey, 21%, c'est une femme sur 5, ça? C'était compte bancaire ou carte de crédit. OK, d'accord. Et moi, j'étais pas surpris pour celle-là, parce que ma précédente entreprise, on faisait beaucoup de référencement client pour les cartes prépayées. Et je me suis dit, qui utilise des cartes prépayées? Il y a le marché de gens qui ont une très mauvaise carte de crédit, ne sont pas capables d'avoir une carte de crédit régulière. Mais tu as un marché immense de gens qui font des jeux d'argent, qui dépensent dans des choses, donc qui utilisent la carte prépayée un peu comme un deuxième compte caché pour pouvoir faire des transactions où le conjoint, la conjointe ne va pas voir le relevé. Donc celle-là, j'étais pas surpris parce que je savais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient un moyen. Tu sais, si on regarde les revenus d'OnlyFans, c'est dans les dizaines de milliards. Est-ce que tous ces gens-là sont célibataires qui s'abonnent à ça? Non. Non. Et est-ce qu'ils mettent sur la carte de crédit conjointe ou la carte de crédit si dans un couple le conjoint ou la conjointe, en général ça va être la conjointe, regarde les relevés, ben on va aller chercher une autre carte de crédit. Donc c'est la même chose pour les comptes aussi. Là. C'est quand même incroyable, c'est vraiment intéressant ces données-là. Mais justement, est-ce que c'est encore très tabou de parler d'argent dans le couple? Je pense que oui. Parce que d'un côté, on voit que avec le sondage, que la plupart des gens aimeraient garder leurs finances séparées. Il y a un temps où tout était la même chose, mais c'est quand même 60% des gens... Conjoint, c'est ça qu'on voulait dire? Quand on demande aux gens comment vous voulez organiser vos finances en couple, c'est 60% de gens qui disent complètement séparés. Ça veut dire qu'on n'a pas de compte conjoint, pas de carte de crédit conjointe, ou principalement séparés. Ça veut dire que les dépenses, peut-être le loyer, vont aller via un compte conjoint, mais chaque personne a son propre compte de banque, chaque personne a sa propre carte de crédit. Moi et ma femme, on est comme ça, donc on a chacun notre carte de crédit et compte, mais on a un compte pour les dépenses communes. Mais sur le tabou comme tel, c'est ça? Mais c'est ça, parce que si on regarde combien de gens ont des comptes cachés, combien de gens... Mais en même temps, si on se rend compte que juste cacher une petite information... Donc, les gens veulent garder leur vie privée, mais ils seraient complètement furieux de savoir que les gens ont gardé leur vie privée. Fait qu'il y a quand même je pense effectivement que les gens n'ont pas ces conversations-là, puis les attentes sont probablement différentes de part et d'autre. Il y a beaucoup de commentaires qui rentrent, puis le monde donne des détails sur leur vie privée. Je suis comme, je sais pas s'il faut que je nomme les noms ou pas. Il y a quelqu'un, par exemple, qui nous dit, j'ai déjà laissé une fille, ça faisait 3 mois que je sortais avec, elle était trop endettée, je n'ai pas envie de m'obstiner avec quelqu'un, une dépensière toute ma vie à propos des dépenses. Il y a quelqu'un qui dit, les hommes se foutent davantage de la finance de leur conjointe, alors que j'ai jamais vu une femme tomber en amour avec un homme qui faisait beaucoup moins d'argent qu'elle. Oh, ben là. C'est-tu encore vrai, ça? C'est-tu encore vrai, ça? Je sais pas. Tu savais pas? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je veux qu'on parle on vient de toucher à ça, là, mais le partage des dépenses. Dans le sondage, on apprend que 18% des gens disent que même si l'un fait beaucoup plus d'argent que l'autre, on tient au 50-50. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup, parce qu'on parle d'un écart quand même, on parle d'un gros écart de salaire, là, mettons quelqu'un qui gagne 50 000 versus quelqu'un qui gagne 150, 200 000. Il y a quand même 20% des gens qui disent, là, c'est une personne sur 5, ben ça va être 50-50 quand même. Moi, j'aurais pensé que c'était plus faible.
Effectivement, ça crée un problème parce que quand tu as un écart salarial important, ben là, tu veux prendre des vacances. Puis là, si tu veux suivre, fait que ça mène à un des membres du couple finit par avoir des problèmes financiers puis l'endettement. Et dans les commentaires, encore une fois, ça, c'est pas mal. Certains, il y a quelqu'un qui nous dit, ben le côté amoureux, tu t'en remets. Quand ça touche à ton patrimoine, c'est beaucoup plus dur de t'en remettre. Il y a ça aussi, peut-être dans la durée. Ben, effectivement, quand les émotions sont parties, ben, il reste toujours l'impact financier que ça a eu. Mais tu sais, tabou, carrément, tu poses la question. Moi, je pense que ça ne changera jamais. Je pense que ça va toujours être un tabou, parler d'argent, parce que parler d'argent, c'est parler de soi. Et parler de... C'est pas deux affaires différentes. Tu parles de ton rapport à l'argent, tu parles de tes ambitions, tu parles peut-être de tes échecs, tu parles peut-être... C'est toutes des affaires qu'on n'est pas super à l'aise de mettre comme ça sur la table, là. Mais puis c'est aussi notre autonomie parce que, dans le fond, tu sais, si oui. de faire... Puis, tu sais, il y a des gens qui ont leurs finances complètement combinées. Donc, tout le monde, tu sais, la même carte de crédit avec 2 cartes, etc. Mais ça veut dire que chaque dépense stupide que tu fais devient visible à ton partenaire. Puis, tu sais, même s'il y a une belle relation, ben personnellement, tu sais, je suis très content dans mon couple, mais j'aime l'idée d'avoir un petit peu, tu sais, je peux acheter quelque chose à 50$, puis tu sais, j'ai pas besoin forcément de le dire ou quoi que ce soit, c'est pas important. Donc, on a une société très individualiste, puis on tient à cette liberté-là, mais en même temps, en couple, il y a un patrimoine commun, puis les deux se chicanent, je pense, dans la tête des gens. Est-ce que ça, c'est peut-être lié à des relations amoureuses jeunes? C'est-à-dire, jeune, ça fait 3 mois que tu es avec quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un ou 6 mois, donc là, c'est plus tabou. Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre le degré de confiance que tu as envers l'autre et le fait que, justement, ça devient moins tabou? Ben, effectivement. Puis, une des choses qui n'aurait pas dû m'étonner, mais le plus gros facteur pour avoir un compte conjoint, j'aurais pensé qu'être parent aurait, parce que c'est un engagement qui est très, très fort, mais c'était le mariage. Puis le mariage, dans le fond, c'est un contrat qui dit, on devient une société pratiquement de mise en commun. Donc, c'est assez logique que ça soit mais j'aurais pas pensé. Donc, beaucoup plus important qu'acheter une maison ou même déménager ensemble, le mariage et le déclic. Et c'est normal, parce que c'est un contrat où tu signes, tu dis c'est pour toujours. Et en général, dépendamment s'il y a un prenup ou pas, mais ça fait en sorte que les actifs sont en commun. Donc, les gens ouvrent les comptes en commun à ce moment-là. Donc, c'est clair que les gens qui sont plus jeunes puis qui ne sont pas mariés vont répondre différemment c'est pas juste une question d'âge, mais c'est une question d'engagement. Non, mais écoutez, ça m'a fait un peu tomber en bas de ma chaise. Là. On demande aux gens à quel point dans une relation vous vous dites, là, c'est le moment d'ouvrir un compte conjoint. Puis là, vous parliez d'avoir des enfants. C'est 2,7% des gens qui disent c'est à ce moment-là. 2,7%, ça me semble faible. Ouais. C'est 8,5% des gens qui disent c'est quand ça devient sérieux. Puis tu dis, ah bon, mais c'est... Moi, j'en ai eu des relations dans ma vie, là, puis tu sais, des fois, ça fait 2 mois, puis tu dis, ça commence à être sérieux, puis je sais pas, j'aurais pas ouvert un compte conjoint là. Mais c'est quand même une petite minorité, le 8%. Ouais, mais c'est 2% pour les parents. C'est quand ils deviennent parents, c'est comme 4 fois plus. Ensuite, le problème du sondage, c'est que probablement qu'il y a plein de gens qui sont déjà mariés ou qui ont déjà une maison. C'est vrai. Puis la question qu'on a posée, c'est c'est quoi l'élément déclic? Fait que mais c'est quand même étonnant que ça soit... ça soit le mariage, et moi j'aurais pensé que l'achat d'une maison, par exemple, aurait été plus fort que ça. Oui, en tout cas, il y a quelqu'un qui est un auditeur qui nous dit on est dans une société individualiste, même en couple, que c'est triste. Et il dit moi, si je fais plus d'argent, je n'ai aucun problème à payer plus. Vous êtes donc bien rendu cheap, guys. Hey, merci beaucoup, Julien Brault, c'était fascinant, fondateur de Moose Money. Bonne journée.